Ça va très très bien. J'ai des bonnes nouvelles depuis une quinzaine de jours, puisque je suis À officiellement... 65 ans, Pascal Bataille a fini par dire quelque chose qu'il avait gardé pour lui pendant près de 10 ans. Ce n'était pas un scandale. Ce n'était pas une révélation choc. C'était simplement une vérité personnelle, mais suffisante pour ébranler l'image que le public lui avait attribuée depuis longtemps. À partir de cet instant, la vie privée de Pascal n'a plus vraiment été la sienne. Pendant de nombreuses années, Pascal Bataille a occupé à la télévision un rôle très précis, celui de l'homme qui écoute. Il s'asseyait face à des inconnus. Il les laissait dire ce qu'ils n'osaient pas dire ailleurs. Il restait calme. Il ne coupait pas la parole. Il ne cherchait jamais à prendre la place. Si vous avez déjà regardé ces émissions, vous l'avez sans doute remarqué. Pascal ne se met pas en avant. Il laisse les autres au centre. Son travail consiste à créer un cadre suffisamment sûr pour que la parole puisse sortir. C'est ainsi qu'il a gagné la confiance du public. Pendant des décennies de carrière, Pascal a très rarement parlé de sa vie privée. Pas de longues interviews personnelles. Pas de confidences sur ses relations. Pas de mise en scène de son intimité. Ce silence n'était pas un hasard. C'était un choix réfléchi. Pascal a toujours séparé très clairement son travail de sa vie personnelle. Ce qui se passe devant les caméras reste professionnel. Ce qui se passe en dehors n'a pas vocation à être exposé. Aux yeux du public, Pascal incarne la stabilité. Un homme posé. Maîtrise. Peu démonstratif. Peu réactif aux polémiques. Cette image s'est installée avec le temps. Elle est devenue presque automatique. Quand vous voyez Pascal Bataille, vous savez à quoi vous attendre. Mais une fois les caméras éteintes, la réalité est différente. Pascal mène une vie discrète. Il limite les apparitions publiques inutiles. Il n'expose pas son quotidien sur les réseaux sociaux. Ceux qui le côtoient le savent. Il observe beaucoup, mais parle très peu de lui. Cette tenue ne vient pas d'une méfiance abstraite. Elle s'est construite avec l'expérience. Après des années passées dans les coulisses de la télévision, Pascal a compris une règle simple. Dès qu'un détail intime devient public, il ne vous appartient plus. Il circule. Il est commenté. Il est jugé. Pascal a vu ce mécanisme à l'œuvre chez les autres, encore et encore. En entrant dans la soixantaine, une question personnelle commence pourtant à s'imposer à lui. Pas sur un plateau. Pas devant des caméras. Dans sa vie privée. Fallait-il continuer à se taire ou accepter de dire quelque chose d'essentiel? Cette question ne concerne pas son image, mais les conséquences possibles pour la personne qui partage sa vie. Le silence de Pascal n'est ni une honte ni une peur. C'est une stratégie de protection. Il sait que certaines relations ne survivent pas à l'exposition permanente. Il sait aussi que la discrétion peut parfois être la seule manière de préserver ce qui compte. Si vous avez déjà vécu une relation fragilisée par le regard extérieur, vous comprenez ce choix. Pascal a agi comme il a toujours fait, avec contrôle, patience et retenue. Pendant des années, il a maintenu cette ligne, malgré une pression de plus en plus forte. Ce silence prolongé n'est pas un détail. Il constitue la base psychologique de tout ce qui va suivre. Lorsque Pascal finira par parler, ce ne sera pas un geste impulsif. Ce sera l'aboutissement d'une décision mûrement réfléchie. La rencontre entre Pascal Bataille et Léa remonte à près de 10 ans. Elle n'a pas lieu dans un cadre intime, ni dans un contexte mondain. Ils se croisent lors d'une conférence professionnelle consacrée à l'évolution des médias et de la télévision. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce moment. Pas de mise en scène. Pas de gestes marquants. Pas d'attirance visible pour les autres. Ils échangent d'abord comme deux personnes du même milieu. La discussion dure plus longtemps que prévu. Elle ne reste pas en surface. Elle dépasse les banalités habituelles de ce type d'événement. Ils parlent de travail, de trajectoire, de changement dans le paysage audiovisuel. Léa montre une vraie curiosité intellectuelle. Pascal apprécie cette approche directe, sans fascination pour son statut. À ce moment-là, aucun des deux ne cherche à construire quoi que ce soit. Pascal sort d'un passé encore présent. Des liens familiaux existent. Des équilibres sont en place. Il n'est pas dans une phase de rupture ou de reconstruction rapide. Léa, de son côté, sait ce qu'elle ne veut pas. Elle refuse d'être perçue comme la jeune compagne d'un homme connu. Elle veut exister par son travail, par ses choix, par son identité propre. Après cette première rencontre, chacun reprend sa route. Il ne force rien. Il ne crée pas de dépendance immédiate. Le temps passe. Lorsqu'ils se retrouvent plus tard, le contexte est différent. La relation se construit progressivement. Sans annonce. Sans déclaration publique. Ils avancent lentement. Ce rythme n'est pas une hésitation. C'est une décision. Ils prennent le temps de vérifier ce qu'ils vivent,
loin de toute pression extérieure. Quand ils choisissent finalement d'être ensemble, un point est clair dès le départ. Leur relation ne sera pas exposée. Pas parce qu'elle serait problématique. Pas parce qu'elle devrait être cachée. Mais parce que l'exposition transforme tout. Elle simplifie. Elle réduit. Elle impose des étiquettes. Léa ne veut pas devenir un sujet de commentaire. Pascal ne veut pas que sa vie privée devienne un débat public. Ils savent tous les deux comment fonctionne le regard médiatique. Un homme de plus de 60 ans avec une femme plus jeune attire immédiatement des interprétations. Les mots sont prêts à être utilisés. Les jugements aussi. Ils décident donc de rester en dehors de ce cadre. Pendant plusieurs années, leur relation existe loin des projecteurs. Pas d'apparitions officielles. Pas de déclarations. Pas de récits contrôlés dans la presse. Ils mènent une vie simple. Des moments partagés hors de Paris. Des habitudes discrètes. Une organisation qui protège leur intimité. Léa continue son parcours professionnel sans chercher à tirer parti de la notoriété de Pascal. Pascal respecte ce choix sans tenter de l'imposer dans son propre univers public. Il est important de le comprendre clairement. Ce choix n'est pas lié à la différence d'âge. Pascal n'a jamais exprimé de gêne à ce sujet. Léa non plus. Le problème n'est pas là. Le vrai enjeu, c'est la pression extérieure. Celle qui transforme une relation normale en symbole. Celle qui impose des lectures simplistes à des situations complexes. Si vous avez déjà vécu une relation observée de trop près, vous savez ce que cela implique. Chaque geste devient interprétation. Chaque silence devient suspicion. Pascal et Léa ont voulu éviter cela dès le départ. Leur accord est simple, vivre leur relation sans la soumettre au regard permanent des autres. Cette décision structure tout ce qui suit. Elle explique la durée du silence. Elle explique aussi la force des réactions lorsque ce silence sera brisé. Leur histoire n'a jamais été pensée pour être racontée. Elle a été pensée pour être vécue. Pendant près de 10 ans, la relation entre Pascal Bataille et Léa se construit loin de toute exposition. Leur quotidien est simple. Des dîners à l'écart. Des week-ends hors de Paris. Des lieux choisis pour leur tranquillité. Ils évitent les apparitions communes. Pas de tapis rouge. Pas de photos officielles. Pas de moments offerts aux commentaires. Cette organisation n'a rien de romantique. Elle est pratique. Elle vise un objectif précis, protéger la relation. Au début, cet équilibre fonctionne. Le silence donne de l'espace. Il permet de vivre sans pression. Pascal se sent rassuré. Léa accepte ce cadre parce qu'elle comprend les contraintes liées à la notoriété. Elle sait ce que le regard public peut déformer. Elle ne cherche pas la visibilité. Mais avec le temps, le silence commence à peser. Pas brutalement. Progressivement. Léa ne réclame pas de reconnaissance médiatique. Elle ne demande pas d'interview. Elle ne cherche pas à exister à travers Pascal. Ce qu'elle ressent est plus simple. Elle a parfois le sentiment d'être effacée. Non pas dans la relation elle-même, mais dans sa place officielle dans la vie de l'homme qu'elle aime. Ne jamais être présentée. Ne jamais être nommée. Toujours rester en arrière-plan. Cette absence de reconnaissance n'est pas une accusation. C'est un constat. Léa continue sa vie professionnelle. Elle garde son indépendance. Mais intérieurement, une tension s'installe. Aimer dans l'ombre demande une solidité constante. Et cette solidité s'use avec le temps. Pascal perçoit ce malaise. Il n'est pas aveugle. Il sait que le silence protège, mais il sait aussi qu'il peut blesser. Pourtant, il reste fidèle à sa stratégie. Pour lui, exposer la relation serait risquer de la fragiliser davantage. Il pense agir dans l'intérêt commun. C'est là que le conflit psychologique s'installe. Pas un conflit ouvert. Un conflit intérieur. Pascal se retrouve pris entre deux rôles. D'un côté, l'homme public, habitué à anticiper les réactions, à mesurer les conséquences, à contrôler les effets. De l'autre, l'homme intime, engagé dans une relation qui demande de la présence, de la reconnaissance, une place assumée. Il n'y a pas de dispute spectaculaire. Pas de rupture dramatique. Mais une accumulation. Chaque renoncement semble mineur. Chaque concession paraît justifiée. Pourtant, ces petits ajustements répétés créent une fatigue émotionnelle. Aimer sans être visible demande un effort constant. Pascal le supporte par habitude. Léa le supporte par loyauté. Leur relation ne se détériore pas. Elle se tend. Elle reste stable en apparence. Mais sous cette stabilité, les émotions s'empilent. Pascal ressent une culpabilité diffuse. Il se demande parfois s'il n'en demande pas trop. En même temps,
Il craint que parler expose Léa à une violence qu'elle n'a jamais demandée. Il connaît les mécanismes médiatiques. Il sait à quelle vitesse une histoire personnelle peut devenir un sujet public. Cette période de silence prolongé façonne profondément leur lien. Elle renforce leur intimité, mais elle en limite aussi l'expression. Ils s'aiment sans éclat, sans affirmation publique, sans validation extérieure. Ce choix leur permet de durer, mais il a un prix. Ce prix n'est pas visible de l'extérieur. Il se paie à l'intérieur. À ce stade, aucune décision n'est prise. Pascal continue de croire que le silence reste la meilleure option. Léa continue d'avancer sans exiger de changement immédiat. Les émotions ne débordent pas. Elles s'accumulent. Et cette accumulation prépare ce qui viendra ensuite. La bascule ne se produit pas lors d'une annonce officielle. Il n'y a pas de stratégie. Pas de plan de communication. Elle arrive au détour d'une conversation, dans un contexte presque banal. Pascal Bataille parle librement, sans intention particulière. Et il prononce une phrase simple. Léa est l'amour de ma vie. La phrase est courte. Elle n'est pas préparée. Elle n'est pas expliquée. Mais elle suffit. Très vite, elle circule. Elle est reprise, isolée, sortie de son contexte. Les médias s'en emparent. Pas parce qu'elle révèle une information spectaculaire, mais parce qu'elle rompt un silence ancien. Quand quelqu'un qui sait toujours tu parles enfin, chaque mot prend un poids démesuré. Les premières réactions arrivent rapidement. Article discret d'abord. Puis commentaires plus appuyés. Le récit se construit sans Pascal. On parle de lui, mais rarement avec lui. Sa phrase devient un point de départ pour toutes les interprétations possibles. Les discussions se focalisent sur des éléments prévisibles. L'âge, la différence de parcours, la position sociale. Certains y voient un déséquilibre. D'autres évoquent une relation asymétrique. Les termes employés sont connus. Pascal les a déjà entendus, des dizaines de fois, à propos d'autres personnes. Cette fois, ils lui sont adressés directement. Il devient le sujet d'un mécanisme qu'il connaît parfaitement. Une histoire intime transformée en objet d'analyse publique. Les nuances disparaissent. Les années de silence sont réduites à un calcul. La complexité d'une relation est remplacée par des schémas simples, faciles à commenter. Pascal ne réagit pas immédiatement. Il ne corrige pas. Il ne s'explique pas. Cette tenue est cohérente avec ce qu'il a toujours fait. Il sait que répondre alimente le cycle. Il sait aussi que chaque justification appelle une nouvelle question. Pourtant, intérieurement, l'impact est réel. Il mesure à quel point une seule phrase peut suffire à déplacer un équilibre construit patiemment. Pour Léa, le choc est différent. Jusqu'ici, elle évoluait à l'écart. Discreet. Peu visible. En quelques jours, elle devient un sujet. On parle d'elle sans la connaître. On lui attribue des intentions. On lui prête des rôles. Ce regard extérieur s'impose à elle sans qu'elle l'ait choisi. Elle n'a jamais voulu être exposée. Elle n'a jamais cherché cette attention. D'un coup, son nom circule dans des discussions qui ne la concernent pas directement, mais qui l'atteignent quand même. Pascal en est conscient. Il comprend que sa parole, même sincère, a des conséquences qu'il ne contrôle plus totalement. Ce moment marque une rupture nette. Avant cette phrase, leur relation existait à l'abri. Après, elle entre dans un espace public, même sans image, même sans détail. Le simple fait d'être nommé suffit à déclencher une dynamique irréversible. Pascal in case. Il connaît le rythme médiatique. Il sait que l'attention se nourrit d'elle-même. Ce qui le touche le plus n'est pas la critique directe, mais la réduction. Voir une histoire de près de 10 ans résumée à quelques lignes, à quelques angles prévisibles. Pour la première fois, il se retrouve exactement de l'autre côté. Là où il n'a plus la maîtrise du récit. Là où le silence ne protège plus vraiment. La phrase qu'il a prononcée n'a pas seulement révélé un amour. Elle a ouvert une porte qu'il avait tenue fermée pendant des années. Et cette porte, une fois ouverte, ne se referme jamais complètement. Alors que les débats autour de sa vie privée n'ont pas encore disparu, Pascal Bataille fait face à un événement autrement plus décisif. Le diagnostic tombe sans mise en scène. Un mot suffit à tout réorganiser. Cancer. À partir de cet instant, le reste perd de son importance. Les commentaires, les articles, les interprétations, tout passe au second plan. Pascal se recentre immédiatement sur l'essentiel. Sa santé d'abord, puis sa famille. Les rendez-vous médicaux s'enchaînent. Les décisions deviennent concrètes. Les priorités changent. Ce qui relevait encore de l'image publique quelques semaines plus tôt n'a plus de poids réel. Dans cette période,
des visages du passé réapparaissent. Ses enfants sont présents. Inquiets, mais stables. Les relations anciennes, y compris celles issues de séparation, reprennent une place naturelle. Il n'y a pas de règlement de compte. Pas de tension visible. Les liens se réorganisent sans bruit. Contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, la maladie ne provoque pas d'éclatement familial. Au contraire, la famille se recompose dans le calme. Les fêtes continuent d'exister. Les anniversaires se fêtent ensemble. Les rôles sont clairs. Chacun est là, à sa place. Cette stabilité surprend Pascal lui-même. Il constate que certaines relations survivent aux ruptures quand elles reposent sur autre chose que le conflit. La maladie agit comme un filtre. Elle fait tomber les attentes inutiles. Elle révèle ce qui tient réellement. Dans ce contexte, la question de l'amour prend une forme différente. Il ne s'agit plus de débats abstraits ou de perceptions extérieures. Il s'agit de présence. Être là quand le corps fatigue. Être là quand les nuits deviennent plus longues. Être là sans discours. Pascal ne pense plus à défendre une image. Il ne cherche pas à corriger ce qui se dit sur lui. Il cherche à traverser cette période avec lucidité. Chaque journée compte. Chaque énergie est mesurée. Le temps n'est plus une ressource abstraite. Il devient concret, limité. La maladie l'oblige à regarder sa vie autrement. Non pas avec nostalgie, mais avec précision. Ce qui compte n'est plus ce que les autres voient, mais ce qu'il ressent. Le calme. La coherencia. La capacité à vivre sans tension permanente. Cette expérience modifie profondément son rapport au monde extérieur. Pascal comprend que l'opinion publique peut être bruyante, mais qu'elle n'est jamais décisive quand il s'agit de survivre. Face à la fragilité physique, le jugement perd son pouvoir. Ce renversement est intérieur. Silencieux. Mais radical. À mesure que le traitement avance, Pascal adopte un rythme plus lent. Il réduit ses apparitions. Il s'éloigne des sollicitations inutiles. Il protège son énergie. Il apprend à dire non sans se justifier. La maladie ne lui donne pas de réponse toute faite. Elle lui impose un cadre. Celui de la finitude. Celui où chaque choix doit avoir un sens réel. Pascal ne sait pas encore ce que cette épreuve changera durablement dans sa vie, mais une chose est déjà claire pour lui. Ce qui importe désormais, ce n'est plus l'image qu'il renvoie. C'est la manière dont il vit. Après sa convalescence, Pascal Bataille ne reprend pas le rythme qu'il connaissait auparavant. Il ne cherche pas à combler le vide ni à rattraper le temps. Il fait l'inverse. Il ralentite. Il quitte progressivement le centre de Paris. Il s'installe dans un environnement plus calme, proche de la nature. Ce choix n'est pas symbolique. Il est pratique. Moins de déplacements. Moins de sollicitations. Plus de temps continu. Son quotidien change. Les journées ne sont plus organisées autour d'obligations extérieures. Le temps est consacré à des activités simples. Écrire. Lire. Refletcher. Marcher. Rien d'extraordinaire. Rien à montrer. Pascal parle clairement de cette période. Il dit apprécier le fait d'être seul. Cette phrase est parfois mal comprise. Certains y voient un retrait. D'autres une conséquence directe de la maladie. Mais pour lui, il ne s'agit ni d'une fuite ni d'une rupture. Il distingue la solitude subie de la solitude choisie. Dans son cas, il s'agit d'un choix conscient. Vivre seul lui permet de maintenir un équilibre qu'il juge nécessaire après l'épreuve traversée. Il n'est plus dans une logique de performance sociale. Il n'a plus besoin d'occuper l'espace. Il cherche une stabilité intérieure. Ce mode de vie apporte une forme de régularité. Les journées se ressemblent. Ce n'est pas un manque. C'est une base. Pascal découvre qu'il peut être bien sans être entouré en permanence. Il n'y a pas de vide à combler. Il y a un rythme à respecter. Cette période ne s'accompagne pas de grandes déclarations. Pascal ne revendique rien. Il ne théorise pas son choix. Il le vit. Il s'accorde ce droit sans demander l'approbation. Un détail devient central dans cette nouvelle organisation, la discrétion. Il protège cet équilibre avec la même rigueur que celle qu'il avait appliquée à sa vie privée auparavant. Il limite les apparitions publiques. Il contrôle ses engagements. Il privilégie ce qui ne le disperse pas. Pendant cette phase, Léa n'est pas évoquée publiquement. Pas de confirmation. Pas de démenti. Pascal ne commente pas. Ce silence n'est pas une provocation. C'est une continuité. Il reste fidèle à son principe de ne pas exposer ce qui relève de l'intime. Il est important de ne pas interpréter cette absence de parole comme un reniement. Pascal ne cherche pas à effacer le passé. Il ne cherche pas non plus à l'expliquer.
Il considère simplement que certains aspects de sa vie n'ont pas besoin d'être partagés. Ce choix peut dérouter. Il va à l'encontre d'une norme qui valorise le couple comme preuve de stabilité. Pascal suit une autre logique. Il privilégie l'état dans lequel il se sent juste. Calme. Coherent. Après la maladie, il ne s'agit plus de construire une image ou de répondre à des attentes extérieures. Il s'agit de préserver un équilibre fragile, mais essentiel. Vivre seul, dans ce contexte, n'est pas une perte. C'est une manière de rester debout. À ce stade de son parcours, Pascal Bataille ne renie rien. Il ne nie pas l'amour. Il ne le met pas en avant non plus. Il choisit une autre voie. Celle de la retenue. Pascal ne confirme pas. Il n'infirme pas. Il n'explique pas. Ce silence n'est pas une esquive. C'est une décision. Il garde certaines choses pour lui, parce qu'il estime qu'elles n'ont pas à être évaluées, commentées ou validées par l'extérieur. Cette position peut surprendre. Elle déstabilise parfois. Dans un espace public habitué aux récits clairs, aux annonces nettes, aux statuts définis, Pascal refuse de simplifier. Il n'entre pas dans un cadre binaire. Il ne cherche pas à rassurer. Il ne cherche pas à convaincre. Son histoire ne parle pas d'âge. Elle ne parle pas de différence. Elle ne parle pas de ce qui serait acceptable ou non. Elle parle d'un droit plus simple. Celui de choisir son rythme. Celui d'ajuster sa vie à ce qu'il ressent réellement, et non à ce qui est attendu. À 65 ans, Pascal Bataille n'est plus dans une logique de reconnaissance. Il n'attend plus l'approbation. Il ne construit plus son équilibre en fonction du regard des autres. Il s'autorise à être là où il se sent juste. Ce choix ne se fait pas dans le rejet. Il ne tourne pas le dos à ce qu'il a vécu. Il n'efface pas les relations importantes. Il les intègre différemment, sans mise en scène, sans hiérarchie imposée, sans justification permanente. Vous pouvez voir cette attitude comme une forme de maturité. Pas au sens abstrait, au sens pratique. Pascal a compris que l'énergie est limitée, que chaque explication coûte, que chaque exposition a un prix. Il choisit donc de ne plus dépenser cette énergie inutilement. Ce qu'il protège avant tout, c'est un état intérieur. Un équilibre. Une cohérence entre ce qu'il vit et ce qu'il montre. Il ne promet rien pour la suite. Il n'annonce aucun nouveau chapitre. Il accepte l'incertitude sans la dramatiser. Cette incertitude ne l'inquiète plus. Elle ne l'oblige plus à combler un vide. Elle fait partie de sa réalité. Dans une société qui valorise la continuité, la projection et la démonstration, ce positionnement tranche. Il rappelle que le bonheur ne suit pas toujours une trajectoire visible, qu'il peut exister sans validation extérieure, qu'il peut être silencieux. Pascal Bataille ne cherche plus à jouer un rôle. Il ne cherche plus à correspondre à une image figée, même positive. Il ajuste sa vie à ce qu'il peut porter, ici et maintenant. Son message n'est pas théorique. Il est concret. Vous n'êtes pas obligé de prouver. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer. Vous avez le droit de choisir ce qui vous maintient en équilibre. À 65 ans, Pascal se tient exactement à cet endroit. Ni dans le renoncement, ni dans l'affirmation excessive. Dans un espace intermédiaire, stable, assumé. Il avance sans bruit, sans démonstration. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une leçon. C'est un état. Et pour lui, cela suffit.